Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. » Elle a su marquer d'une pierre toute une génération en Afrique et en Amérique du Nord. Impossible de s'ennuyer à ses côtés, car son destin a une vive histoire. Cette semaine, à Diversité d'exception, nous vous présentons le portrait de Jeanne Onokoko. Originaire du Congo, Jeanne Onokoko est issue d'une famille de 9 enfants, incluant 7 garçons. Elle est très peu portée vers les excentricités dans son enfance, car déjà à l'âge de 12 ans, elle était propriétaire d'un salon de coiffure et ambitionnait de faire rayonner la fibre entrepreneuriale en elle. C'est un long parcours, hein? C'est un long parcours. Si on doit retourner un petit peu en arrière, j'essaie de voir que, bon, moi je suis né d'une famille de 9 enfants, 7 garçons et 2 filles. Et je suis né, vous voyez, vous avez 7 garçons dans la maison. Hein? Ma soeur, elle vient juste, c'est la dernière, la cadette. Ce qui veut dire que j'étais dans la maison, j'étais seule fille avec 7 garçons dans la maison. Et je devais toujours me battre contre les stéréotypes, me battre pour avoir ma place. Tout à fait. Et vous voyez, vous avez des garçons, moi j'ai vécu comme un petit garçon. Un garçon manqué. Comme un garçon manqué dans la maison parce que j'ai joué au football avec mes frères, je n'avais pas d'autres activités. Surtout lorsqu'on parle d'une société patriarcale, hein, oui. Où les hommes, ce sont eux qui dominent. Absolument. Et moi, je ne recevais pas les cadeaux des poupées comme d'autres filles. Non, oui. Moi, je recevais, ce que je recevais, c'est des livres. Et surtout, mes parents aussi. Mes parents, eux, ils avaient toujours cet esprit, ils me voyaient, ils voyaient une grande femme, je devrais être ceci selon eux. Oui. Je devrais être... et j'étais toujours à la... Parmi les garçons. Oui, non, ce qui veut dire que je suivais toujours les grandes femmes qui étaient comme des modèles pour moi. Super. Je regardais, j'étais jeune, hein, comme le Margaret Thatcher. Parce que mon père, c'est les discours que j'entendais de mon père, donc le genre de modèle de femme que je devrais être une ministre ou quelque part. Donc, elle voyait grand. Oui. Et moi, je devais toujours me battre pour le satisfaire. À 12 ans, j'ai créé une entreprise. À 12 ans? À 12 ans. J'avais créé une entreprise de beauté, un salon de coiffure, et c'est moi qui coiffais toutes les grandes femmes des gouverneurs dans la région. J'avais 12 ans. Au regard de son brillant parcours scolaire au Congo, Jeanne Onokoko immigre au Québec dans les années 80 pour continuer ses études. Elle obtient avec brio son diplôme d'ingénieur. Cependant, pour intégrer l'emploi, elle fait face à un souci de surqualification et de marginalisation en tant que femme immigrante. Moi, je fais partie de... on me reconnaît beaucoup comme une des pionnières de l'entrepreneuriat féminin. Oui. Une des pionnières de la diversité aussi. Parce que nous avons débattu pour la diversité, l'inclusion, l'équité. Donc, et là, je parle depuis des années, ça fait quoi, quarantaine d'années, trentaine. Quelle est l'astuce que vous avez dans votre démarche? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que moi, je me reconnais que, en tant que conférencienne, c'est que je peux apporter quelque chose à la nouvelle génération. Pourquoi? Parce que moi, j'étais là, j'étais présente. Qu'est-ce qui est arrivé? Je peux juste vous raconter un petit peu, juste une histoire de l'entrepreneuriat féminin. D'accord. L'entrepreneuriat féminin, c'est un phénomène qui n'existe. C'est très récent. Hein? Et ici, les années 80, c'est comme l'entrepreneuriat, c'était un territoire masculin. Tout à fait. Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les conférences, comme on voit aujourd'hui. Non, c'était nouveau, c'était un territoire, il n'y avait pas de conférences de femmes. Vous êtes battu pour que les femmes s'affirment dans ce sens. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que nous,
moi, comme je vous ai dit, à la fin de mes études, j'ai créé, on avait beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrières. Est-ce qu'on peut énumérer quelques-uns? Bon, moi quand j'ai terminé, je voulais terminer, d'abord j'ai parlé de la surqualification. Ok. Je suis venu, j'ai étudié, j'étais ingénieur, bon, je le suis. Maîtrise, doctorat. J'avais une maîtrise et donc j'avais du côté de bagage. Qualification j'avais les backgrounds qu'il fallait. Et là, mais je ça ne créait pouvais pas complexe. trouver du travail. Je n'avais pas du travail. Comment et c'est ça la surqualification. Vous allez parce que vous allez travailler, vous êtes surqualifié, on ne peut pas vous engager et qu'est-ce qui arrive? Vous devenez chômeur ou vous devez créer quelque chose d'autre. Déterminée et seule face à son destin, Jeanne va faire preuve d'ingéniosité et de persévérance pour évoluer. Notre femme forte constate entre autres que l'entrepreneuriat est un territoire masculin, fermant toute opportunité aux femmes. Jeanne va affronter cette réalité en tant que femme immigrante. Quand on dit chaque femme entrepreneur, chaque femme qui se bat, qui s'élève, c'est parce qu'il y a une raison. Tout à fait. Elle s'est levée parce qu'il y a quelque chose qui l'a motivée pour se tenir debout. Et moi, c'est ce qui est arrivé, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas travailler, ou soit si je travaillais, je devais travailler pour des qualifications ou un emploi avec des bas revenus dans ce sens-là. Et ce qui n'était pas vraiment... Et ce n'était pas soit dans ma qualification. Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Et j'ai décidé de créer mon entreprise. Maintenant, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'avais déjà, c'était un état d'esprit pour moi. J'avais déjà ça, j'avais déjà cette vocation. Intéressant. Et qu'est-ce qui est arrivé? Moi, quand je suis allé maintenant chercher du financement. Ok. Vous savez comment c'est important, les financements pour le développement de petites entreprises ou de PME. Et là, ce n'est pas seulement parce qu'on est femme immigrante ou on est femme des souches, comme on dit. J'imagine. Non, c'est pour toutes les femmes. Je suis allé toquer dans les institutions, dans les banques. Oui. Je suis allé d'une banque à l'autre et ils m'ont refusé du financement. Et ça, c'était quand même pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes. Alors tu as dit, je n'arrête pas. J'ai dit, je n'arrête pas. Moi, je dois continuer, je dois créer mon entreprise. Finalement, il y a quand même une banque, bon, je m'étais, qui m'a fait confiance et m'a prêté de l'argent pour acheter les équipements pour mon entreprise. Malgré les barrières qui se présentent, elle va reconnaître que son talent pourra lui permettre de se démarquer et se lance. Tous ces obstacles, toutes ces barrières que je viens de vous expliquer là. Là, il fallait une couronne. Bon, il fallait que ça arrive à un niveau élevé. L'entrepreneuriat tout seul ne suffit plus. Parce qu'avec la transition, avec la nouvelle l'ère de la transition et la technologie, juste l'entrepreneuriat, parce que nous-mêmes, pendant les années 80, l'entrepreneuriat qu'on faisait, bon, tu vas aller et puis qu'est-ce que font tous les problèmes, c'est de comment vous pouvez obtenir du financement. Et les institutions financières, pour vous financer, vous devrez avoir certaines caractéristiques. Ok. Et ces caractéristiques pouvaient défavoriser certains groupes de personnes ou de femmes parce que ne répondent pas à leur clientèle traditionnelle. D'où les femmes rentrent dans ces catégories-là. Okay. Pourquoi? Parce que les femmes, elles ont, d'après les institutions financières, pensent que la femme est les entreprises qui sont des femmes, ce sont des petites entreprises où il n'y a pas... elles sont d'abord à risque, elles n'ont pas beaucoup de garanties. Et donc, il y a beaucoup de caractéristiques qui rentrent et qui fait que les entreprises, les institutions financières se rendent compte que les femmes, c'est une personne à risque. Ok, ok. Donc, et même quand ils donnent un financement, les taux d'intérêt qui sont chargés pour la femme est plus élevé que son homologue masculin. Mais aujourd'hui, là,
ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé avec l'ère technologique. Nous, parce que si on veut revenir à Chafemi, à la chambre des femmes d'affaires, on veut dépasser ces niveaux-là. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, nous voulons, la chambre de commerce, c'est quoi? C'est un espace, c'est une plateforme, un espace de référence pour les entrepreneurs, d'accélération et de croissance pour les entreprises qui sont gérées par les femmes, des entrepreneurs en fait. Jeanne Onokoko a permis aux femmes entrepreneurs du Québec de reconnaître leurs valeurs profondes et leur identité. Par ses actions, elle est parmi les pionnières pour sa contribution à la prospérité des femmes dans la société. Aujourd'hui présidente de la Chambre d'affaires des femmes entrepreneurs et industries, elle est entre autres mentor, coach, conférencière et auteure de plusieurs publications sur l'entrepreneurship féminin. Nous, ce que nous avons beaucoup d'activités. Nous avons aussi des partenariats avec le gouvernement et nous faisons des conférences, des formations, nous recrutons même. Mais parce que nous, ce que nous faisons, nous travaillons pour développer les talents justement que je vous ai dit. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous incitons aussi les jeunes filles pour les diriger, qu'elles puissent s'orienter vers les métiers non traditionnels, donc dans les génies conseils. Et c'est ça qui va faire, quand elles vont commencer une entreprise, elles vont aller dans ces domaines-là, dans les domaines des sciences et technologies. Et c'est ça justement. Pourquoi? Parce que quand elle va aller demander du financement, les institutions financières, ils veulent avoir des garanties. Oui. Et dans la technologie, et c'est comme ça que plus qu'il va y avoir aussi des femmes au niveau de la création d'entreprises. Aujourd'hui, les femmes représentent, on est encore à 40%. C'est beaucoup, c'est encore mieux que dans le passé. Je suis tout à fait d'accord. Alors, les femmes, une fois que nous serons nombreuses, nous pouvons aussi aller sur on pourra aussi être nombreuses sur les conseils d'administration, rentrer dans les conseils, sur les tables de discussion. Et comme ça, la femme, étant majoritaire, nous pouvons aussi décider et des choses qui nous concernent, mettre les politiques aussi qui nous concernent. Pour avoir un autre regard sur notre invitée Jeanne Onokoko, cédons la place au miroir. Jeanne Onokoko, bonjour. Bonjour. Vous avez dans vos différents propos aujourd'hui présenté votre père comme étant un catalyseur d'ailleurs, un propulseur de la femme forte que vous êtes aujourd'hui. Si on imaginait votre père en face de vous, pensez-vous qu'il sera fier de vous? Oui, moi merci pour la question et c'est même la question que nous, en tant que mère, je le ferai aussi pour mes enfants et je le fais aussi. Parce que tout commence à la maison. Surtout si on a des... Je vous ai dit que moi je viens d'une famille de 7 enfants. 9 enfants? 9 enfants et 7 garçons. Donc toutes ces choses-là, ces bâtisses commencent à la maison. La confiance en soi, la détermination, les stéréotypes, toutes ces choses s'est bâties à la maison. Parce que moi, par exemple, quand j'étais à l'école, je peux dire high school, bon, j'étais en sciences. Il n'y avait pas beaucoup de femmes en ce moment qui s'orientaient vers les sciences. Et un de nos professeurs, qui en classe, quand il venait, on était comme 2 filles parmi peut-être 30 garçons. Et il voulait nous décourager. Il venait toujours là-bas. Notre présence dans la classe, je ne sais pas s'il était dérangé par notre... Il nous disait que nous étions les personnes qui devraient toujours aller faire l'interrogation au tableau. Donc, les intégrales, là. Oui. Vous allez vous lever, les filles, nous deux, moi et Manon, vous devrez aller faire
les exercices au tableau. Peut-être pour, je ne sais pas pourquoi, mais aussi, il nous disait que notre place n'était pas là, notre place était à la cuisine. Vous voyez? C'est ça, ce genre de choses-là. Même nous, les mamans, les parents, ça commence à la maison. Ce que vous dites à vos enfants, ça rentre, c'est enregistré. Mon père était toujours en train de me dire, je veux voir une grande femme ici. Je veux voir un modèle de femme. Regarde mon modèle de femme, Margaret Thatcher. Imagine, moi, on me parlait de Margaret Thatcher, mais il m'achetait aussi, pas seulement, mais il m'achetait aussi des livres. Et je voyais ce que Margaret Thatcher... Donc j'étais intéressé. Toutes ces grandes femmes-là, que ce soit dans la musique, j'ai regardé les Brigitte Bardot dans les films. J'étais jeune. Hein? Et au regard de tous ces J'ai regardé toutes ces grandes femmes-là. C'était quoi leur modèle? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Tout ce qu'elles faisaient, là, moi, je voulais aussi devenir. Et j'ai bâti cet esprit d'entreprendre, là, comme ça. Alors, papa, il sera fier de vous? Mon père sera fier. Il sera fier de moi. Il est fier de moi. Il est fier de vous. Oui. Vous avez pu alterner travail, et on parle de travail, on parle d'études, on parle de famille aussi. Alors, aujourd'hui, face à votre famille, s'il y avait un message à leur passer, ça sera lequel? Bon, chaque fois que je vais je prends une opportunité, je leur remercie d'abord parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à une femme forte, directe, qui avant de lui parler, vous devez réfléchir 2 fois. Donc, c'est ce que je dis aussi à mes enfants. Aujourd'hui, ma petite fille, elle est au high school maintenant. Je lui ai demandé un jour, qu'est-ce que vous voulez faire dans ta vie, dans le futur? Elle dit, oh, je vais devenir ingénieur comme grand-maman. Vous voyez? Que c'est touchant. Donc ça, c'est intéressant parce que moi, à ce moment, je continue à lui inculquer ce que moi, la façon de devenir. Tout à fait. Bon, de devenir comment, c'est les stratégies. C'est comme un terrain qu'elle se trace elle-même. C'est carrément son modèle. Elle a vu un modèle en elle et bon, elle est venue, nous avons organisé notre soirée des galas. Elle est venue et puis elle m'a dit, grand-maman, je suis contente, je t'ai vu parler là-bas. Je t'ai vu. Ah, my grandma. Ça, c'est super. Oui. Alors, lorsqu'on regarde tout votre parcours, d'ailleurs, qu'on a juste énuméré quelques-uns, on se rend compte que vous avez, pendant des tables de consultation, vous avez contribué justement à la table de consultation avec le président, l'ancien président Barack Obama. Assez émouvant. Moi, j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour que vous vous retrouviez à la cour d'écran. Bon, je vais commencer ici, là, parce que vous avez demandé aussi avec l'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre, oui, tout à l'heure. Jean Chrétien. Bon, on commence avec M. Jean Chrétien, l'ancien Premier ministre. Oui, comment est-ce que vous faites pour vous retrouver vraiment à la cour des grands? C'était la même chose, hein, c'est le travail. C'est sur la table de travail. Bon, ça commençait ici à Québec, comme je vous ai dit. J'étais sur la table de travail, le Task Force, au ministère de l'Industrie et Commerce. Puis par la suite, c'était maintenant au niveau fédéral. La même problématique devrait trouver des moyens à mettre en place pour les femmes entrepreneurs, pour aider les femmes entrepreneurs. Ça, c'est passer maintenant au niveau national, fédéral. C'est comme ça que nous, je me souviens, Madame Nicole Baudouin, qui est une de mes mentors aussi, qui est la femme, la présidente, qui était la présidente du réseau des femmes d'affaires du Québec et que nous avons rendu hommage dernièrement au mois de décembre. Et moi, on s'est retrouvés aussi d'autres femmes comme Madame Cyr, qui était professeure au HEC. Nous nous sommes retrouvés
sur cette table de consultation-là. De l'ancien Premier ministre du Canada. Du Canada. Ici, à Ottawa. Ok. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés là-bas pour les consultations, justement, et nous avons produit aussi des rapports que nous avons laissés aux chambres des communes à Ottawa. Et comment est-ce que Barack Obama parvient à vous dénicher aussi? Bon, moi, à ce moment, c'était en 2007. 2007, il y a eu, Barack Obama est arrivé, maintenant, il y avait les congrès des États-Unis, ils voulaient maintenant faire venir les nouveaux arrivants. Tous ces nouveaux arrivants qui étaient dans les coins en Afrique, Ouganda, Kenya, dans les coins Burundi, et ils avaient levé les nombres de faire venir 75, jusqu'à 80 000 nouveaux arrivants cette année-là, en 2007, aux États-Unis. Et comme ça, moi, ils m'ont appelé, j'étais engagé pour aller travailler. Et je suis allé aux États-Unis. J'ai travaillé comme ça, j'étais officier au fait. Je travaillais dans l'immigration, avec tous les nouveaux arrivants. Je travaillais avec le Washington parce que eux, ils ont leur système de... Eux, ils n'ont pas comme nous ici au Canada. Ils ne reçoivent pas les asiles politiques, ils reçoivent les réfugiés. Tout est planifié d'avance. Okay. Pour arriver aux États-Unis, on reçoit les réfugiés. Les réfugiés, déjà, c'est planifié dans les frontières à l'extérieur. Okay. Pour les nouveaux arrivants qui se retrouvent comme dans les camps. Et tout est planifié avant qu'ils arrivent là-bas. Bon, c'est comme ça que moi, je me suis retrouvé, je devrais aller gérer ces groupes de ces nouveaux arrivants qui arrivaient d'un peu partout africains, qui devaient arriver un peu partout de l'Afrique aux États-Unis. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Et quel est le plus beau souvenir de ces moments? Et ce qui était aussi, après ça, j'étais la première à recevoir aussi les réfugiés, parce qu'en 2008, après l'incident de Saddam Hussein, les Irakiens qui devraient arriver aux États-Unis, j'étais la première aussi à recevoir les nouveaux arrivants irakiens après la mort de Saddam Hussein qui sont arrivés aux États-Unis. Donc, j'aime beaucoup ça, j'ai beaucoup aimé et c'est comme ça que je me suis retrouvé aussi sur des tables de consultation, des task force qu'ils appellent, pour mettre en place aussi des politiques, parce que l'ancien président Barack Obama, lui, il avait créé un groupe de travail aussi un peu comme ce que j'avais ici à Québec. Et puis, donc, c'est comme ça que ils m'ont amené là-bas. Je suis arrivé aussi pour faire contribuer à mettre en place des politiques et des recommandations pour les nouveaux arrivants. Ils appellent les nouveaux Américains aux États-Unis. Si on veut juste faire court, une journée dans votre vie, ça donne quoi? Ça a l'air de quoi? On se réveille à quelle heure? Une journée moi je me réveille, je dors tôt, je dors même 7h30, 8h, des fois je peux dormir. Je me réveille à 4h du matin. C'est comme ça, ma journée commence à 4h du matin. Je commence à travailler sur mon ordinateur. Je regarde qu'est-ce que je devrais terminer ou qu'est-ce que je dois présenter la journée qui commence. Par la suite, bon, moi je n'ai plus d'enfants, hein, tous mes enfants sont partis. Donc, des fois, ma fille va m'amener les petits-enfants en attendant si elle va au travail. Moi, je les amène à l'école et puis autour de 9h, je fais mon sport et par la suite, je continue le travail jusqu'à 7h, 7h30, 8h et puis c'est le dodo. Non, jusqu'à 4h, 4h30. 4h. Et puis après, maintenant c'est le reste de ma soirée avec la famille. Êtes-vous fier de vous? Moi, je pense que j'ai fait ma part. Je pense que moi, je veux voir la nouvelle génération. Je veux voir la nouvelle génération parce que tout ça, on s'est battu
pour cette nouvelle génération, c'est un peu ce que je vous disais quand je vais dans les conférences. Certaines jeunes ne comprennent pas comment l'entrepreneuriat a commencé ou bon, c'était quoi, vous avez vu, et là peut-être déjà lu René Lévesque qui quelque part était l'ancien premier ministre du Québec. Vous avez vu Monsieur René Lévesque, vous étiez là. L'autre, quelqu'un m'a dit que vous parlez de Bourassa? Robert Bourassa. Vous avez vu Robert Bourassa? C'est la route qui est là qui s'appelle Robert Bourassa. J'ai dit oui, c'est ça, c'est lui. Moi, je l'ai vu de son vivant. Et si c'était à refaire, est-ce que ça sera toujours le même parcours? Non, c'est très beau. Je le referai. Si c'était à refaire, je le ferais même encore plus. Oui. Alors permettez-moi de vous dire, je suis fière de vous. Merci beaucoup, merci.